Où en est la Pologne aujourd'hui? L'opinion est-elle en train de basculer concernant la guerre en Ukraine? C'est de fait un pays détruit, ou partiellement détruit, avec une population traumatisée. L'Europe n'agit pas dans son propre intérêt lorsqu'il s'agit de sa politique envers la Russie et l'Ukraine, car notre intérêt était de préserver une Ukraine neutre telle qu'elle était. C'est pourquoi la première condition, c'est de nous regarder nous-mêmes avec esprit critique. Qui sommes-nous? Et quelle politique avons-nous menée dans le passé, surtout dans le passé récent? Et de changer cette politique. Je crois que c'est la condition fondamentale. La deuxième condition, c'est que nous devons nous émanciper des États-Unis à moyen et à long terme. Et une fois de plus, cette phrase s'applique. Les riches fournissent les armes, les pauvres fournissent les cadavres. Il est difficile de ne pas y croire, d'y résister, et donc plus difficile encore de dire non. C'est difficile de ne pas être un pion dans leur jeu. Gegen den Strom. Zur Person. À contre-courant. Portrait. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Je présente des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Le colonel polonais Ryszard Kuklinski a été l'un des agents les plus importants de la guerre froide. De 1972 à 1981, il a remis à la CIA plus de 40 000 documents top secrets du pacte de Varsovie. Les Américains l'ont ensuite exfiltré. Aujourd'hui, le colonel Ryszard Kuklinski a été nommé général à titre posthume. Il est enterré au cimetière militaire polonais de Powązki, à 100 mètres de la tombe de l'ancien chef de l'État et du Parti communiste, le général Jaruzelski. Chaque jour, des fleurs fraîches sont déposées sur les deux tombes. J'ai réalisé un film à ce sujet que vous pouvez voir sur patrickbab.de. Et pendant le tournage, j'ai compris qu'en Pologne aussi, beaucoup de choses du passé n'ont depuis longtemps pas été réglées et que certaines fractures traversent le pays. Il en va de même pour la guerre en Ukraine. La Pologne officielle soutient fermement l'Ukraine. Mais au sein de la population, la situation est parfois très différente. Où en est la Pologne aujourd'hui? J'en discute avec le journaliste et publiciste polonais Jan Opielka. Il a dirigé cet ouvrage. Avec la Russie pour un changement de politique qui porte aussi et surtout sur la guerre en Ukraine et les possibilités de conclure la paix. Bonjour Jan Opielka. Bonjour. Où en est la Pologne aujourd'hui? L'opinion est-elle en train de basculer concernant la guerre en Ukraine? Oui, il faut peut-être faire une distinction. D'un côté, entre ce que fait la politique et la manière dont les positions politiques évoluent éventuellement, et de l'autre, ce qui se passe au sein de la population. Bien sûr, les deux sont liés et peuvent se renforcer mutuellement. Dans la population, l'ambiance n'a peut-être pas basculé, mais les proportions ont très fortement changé. Au début de la guerre, en 2022, la solidarité de la population était très grande, vraiment immense. Des gens ont accueilli chez eux des réfugiés ukrainiens. Et ce n'était vraiment pas un phénomène isolé. Au total, il y aurait eu 2 millions de Polonais adultes qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens chez eux et les ont aussi aidés d'autres manières. Et il y avait une très très forte adhésion, ainsi qu'une acceptation de cela. Parce qu'on avait compris, d'accord, la perspective, c'était que nous vous comprenions, parce que nous savons que la Russie est un agresseur. C'était un peu cette perspective-là. Et maintenant, cela se manifeste chez vous, et c'est pour cela que nous vous aidons. C'était donc un peu la perception dans la population. Après 4 ans, cela a déjà beaucoup changé, il faut le dire. Pourtant, les réfugiés ukrainiens qui vivent en Pologne, ainsi que les Ukrainiens qui étaient déjà en Pologne avant la guerre, il y avait environ 1,5 million d'Ukrainiens en Pologne avant la guerre, sont en réalité relativement bien intégrés.
Rien que pour le taux d'activité, ils sont presque au même niveau que la population polonaise. C'est différent en Allemagne. Là-bas, le taux d'activité est nettement plus faible. L'État polonais a créé les possibilités correspondantes. Dans de très nombreux domaines, les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont de fait placés sur un pied d'égalité sur le plan juridique, y compris pour la sécurité sociale et les possibilités de travailler. Les gens sont donc très bien intégrés. Et pourtant, l'opinion bascule. Et elle bascule parce que je crois, d'une part, le mécontentement des gens, mais aussi les craintes qui existent réellement. La peur qu'une guerre puisse éventuellement aussi menacer la Pologne. Tout cela est projeté sur les Ukrainiens eux-mêmes, comme s'ils en étaient quelque part la source. Je crois que ça se joue plutôt de manière inconsciente. Mais par ailleurs, il y a aussi le fait qu'en Pologne, des forces nationalistes, des forces politiques, développent désormais un discours anti-ukrainien et en font un axe politique, si vous voulez. Deux partis se distinguent particulièrement sur ce point. Il y a d'abord Konfederacja, un parti nationaliste libertarien qui est aussi représenté au Sejm, c'est-à-dire au Parlement polonais. Ces derniers mois, voire même ces 2 ou 3 dernières années, il a obtenu dans les sondages des scores nettement supérieurs à ce que lui donne sa représentation parlementaire, atteignant presque 15%. Et ce parti argumente très fortement contre l'Ukraine, en disant que la Pologne doit d'abord défendre ses propres intérêts. Les politiques eux-mêmes n'argumentent pas concrètement contre les réfugiés, ou en tout cas pas en premier lieu. Ils le font plutôt de cette manière. Ils disent que Varsovie, ou la Pologne en tant que pays, doit défendre ses intérêts face à Kiev, face au gouvernement ukrainien. Et cela leur permet de gagner du soutien. Il y a aussi un deuxième parti, qui s'appelle également Konfederacja, traduit par Confédération de la couronne polonaise. Il est dirigé par un politicien très virulent, qui s'est aussi fait remarquer au niveau de l'Union européenne parce qu'il a été ou est encore député européen. Il est en réalité antisémite, mais il organise en même temps toujours des actions très tapageuses et tient aussi un discours très fortement anti-ukrainien. Ces deux confédérations réunissent désormais à elles deux environ 20, parfois jusqu'à 25% de soutien. Et entre-temps, le parti d'opposition PiS, qui a gouverné jusqu'en 2023 et dont aucun discours anti-ukrainien n'était venu jusque-là, monte lui aussi dans ce train. Mais il constate qu'il perd tout simplement des électeurs au profit de ses partis de droite. Il commence donc lui aussi, ou a déjà commencé récemment, à développer une argumentation anti-ukrainienne. Et il a reçu, il y a 2 mois, un argument de poids lorsque le président ukrainien Zelensky a donné à une unité militaire le nom des héros de l'UPA. L'UPA, c'est l'armée insurrectionnelle ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale. Et en Pologne, l'UPA est un sujet très sensible parce qu'elle a collaboré avec les fascistes, ce qui est considéré comme un génocide. Là, nous parlons de la Volhynie. Mes amis à Varsovie me disent que les gens ici en Pologne disent « Nous aidons les Ukrainiens ». Eux aussi nous ont aidés à crever en 1943 et 1944 en Volhynie. Que s'est-il passé là-bas? 1943 und 1944 in Wolhynien. Was war da los? Il y a eu un grand massacre qui s'est intensifié durant l'été 1943, mais qui a duré plusieurs mois. C'était, comme je l'ai dit, une région qui appartient aujourd'hui à l'ouest de l'Ukraine, mais qui, à l'époque d'avant-guerre, donc avant la Seconde Guerre mondiale, faisait partie de la Pologne orientale, ou de la Pologne. Sa population était mixte, parce que c'était une région mixte, mais de très nombreux Polonais y vivaient. Und im Zweiten Weltkrieg war die Region natürlich besetzt. Dann aber eben
Et puis il y avait l'armée insurrectionnelle ukrainienne, dont l'objectif, ou du moins l'objectif à long terme, était aussi de contribuer à ce que l'État ukrainien puisse renaître après une éventuelle fin de la guerre. Et pour cela, on ne voulait évidemment pas des Polonais. C'est ce qui explique ce massacre, au cours duquel environ 100 000 personnes, des civils polonais, ont été tués, parfois de manière bestiale. Il y a ensuite eu des représailles du côté polonais, au cours desquelles des milliers d'Ukrainiens sont également morts. Elles ont été commises par des unités polonaises irrégulières, en quelque sorte comme mesure de représailles. Die das verübten, sozusagen Vergeltungsmaßnahmen. Aber das blieb, das ist in der Mais c'est très présent dans la perception polonaise et dans la conscience historique de la population. C'est très fort. Dès lors, quand Zelensky a décidé de donner à une unité militaire actuelle le nom de ces unités de l'UPA, on pouvait en fait s'attendre à ce que cela provoque un énorme tollé au sein de la population polonaise, et surtout dans la classe politique, ou dans une partie de cette classe politique, à savoir les partis nationalistes de droite. Une provocation délibérée? Je peux tout à fait imaginer que ce soit délibéré quand on regarde la situation politique intérieure en Ukraine, car Zelensky est aussi constamment sous pression sur le plan intérieur. Et je pense qu'il savait ainsi qu'il pouvait rallier la population derrière lui, ou du moins une grande partie de la population, et qu'il pouvait peut-être aussi désamorcer des forces politiques ou les rallier à son camp. Parce qu'au fond, il s'agit de dire « D'accord, c'est nous qui décidons qui nous vénérons comme héros et nous ne laisserons personne s'en mêler. » C'est à peu près ce que Zelensky a déclaré quelques jours plus tard lors d'un rassemblement. En substance, c'est nous qui décidons qui nous vénérons comme héros et personne de l'extérieur ne nous dira quoi faire. C'était évidemment une réponse claire à la perspective polonaise. Celle-ci a d'ailleurs abouti au fait que le président polonais a retiré au président ukrainien la plus haute distinction d'État, l'ordre de l'Aigle blanc, qui lui avait été décerné il y a 2 ou 3 ans par le prédécesseur du président polonais. Voilà donc tous les éléments qui expliquent le basculement de l'opinion. Comme je l'ai dit, du côté de la population polonaise, c'est plutôt la présence des Ukrainiens qui compte. Environ 1 600 000 Ukrainiens vivent actuellement en Pologne. Parmi eux, comme je l'ai dit, environ 1 million sont des réfugiés et un peu plus d'un demi-million étaient déjà là auparavant. C'est surtout sur cela que la population se concentre. Et les forces politiques qui travaillent sur ce sujet, ou qui cherchent aussi à gagner des voix avant les élections législatives de l'an prochain, mettent davantage l'accent sur les décisions politiques prises à Kiev. Mais elles ne sont pas directement liées à la guerre en Russie. C'est très important. Elles renvoient plutôt aux différents polono-ukrainiens du passé. À Wrocław, un jeune couple de réfugiés ukrainiens a été passé à tabac par des hooligans. Un cas isolé. Oui, ces cas se multiplient. Il existe une statistique qui dit que leur fréquence a augmenté d'environ 30 à 40% au cours du premier semestre de cette année. Il s'agit concrètement d'actes de violence, verbaux mais aussi physiques, commis en raison de la nationalité des victimes. Et ce chiffre me paraît crédible parce que je perçois moi aussi cette ambiance-là, dans les médias d'une part, mais parfois aussi dans les conversations. On l'entend entre les lignes. Les gens ont pris leur distance. Enfin, beaucoup de gens ont pris leur distance vis-à-vis des Ukrainiens dans le pays. Et donc, oui, il ne s'agit pas de milliers de cas. Au premier semestre, il y en a eu, je crois, environ 180. Des cas qui n'ont pas toujours donné lieu à des violences physiques, mais qui étaient le plus souvent verbaux. Mais ces cas se multiplient. Je connais une graphiste polonaise qui fait des cauchemars la nuit. Elle vient d'une famille qui a vécu en tant que victime les massacres commis à l'époque par les fascistes ukrainiens
en Volhynie. Ces traumatismes se transmettent-ils au sein des familles polonaises? Werden in polnischen Familien diese Traumata weitergegeben? Ja, ich denke, in diesen betroffenen Familien sicherlich schon. Oui, je pense que c'est certainement le cas dans les familles concernées. Mais je crois que, vous savez, ce problème pourrait en fait être résolu. En ce sens, il y a déjà eu un rapprochement. Et par exemple, il ne s'agissait pas du tout, pour la partie polonaise, que la partie ukrainienne reconnaisse maintenant qu'il s'agissait d'un génocide, qu'il y ait une résolution parlementaire à Kiev, et ainsi de suite. Pendant très longtemps, la partie polonaise voulait surtout avoir la possibilité, par exemple, d'exhumer les restes des victimes. Et il y a eu des avancées du côté ukrainien, mais jamais de véritable ouverture. Keine wirkliche Öffnung. Und ja, ich glaube, das Problem könnte Et oui, schon auch, je crois que le problème pourrait aussi ne pas avoir pris une telle ampleur si les deux côtés ne jetaient pas de l'huile sur le feu. Mais je pense effectivement que le président Zelensky a peut-être aussi franchi cette étape délibérément. Même si, globalement, il faut aussi le voir, pour l'Ukraine, dans le contexte de la politique qu'elle mène dans la guerre contre la Russie. Et si la guerre doit se poursuivre, il faut en quelque sorte un socle national commun. Et les combattants de la résistance, ou les combattants insurgés de l'UPA, même s'ils ont commis des crimes, font donc partie de ce panthéon, afin de mobiliser ces sentiments nationaux. En ce sens, c'est compréhensible. Diese nationalen Gefühle zu mobilisieren. Insofern ist das nachvollziehbar. Ich begrüße das nicht, aber es ist nachvollziehbar und ich kann mir Je ne m'en félicite pas, mais c'est compréhensible. Et je peux tout à fait imaginer que c'était une provocation délibérée pour regagner du soutien dans le pays et ensuite rallier les gens derrière soi. Enfin, l'effet de ralliement autour du drapeau, en quelque sorte. Oui, je dirais, c'est une histoire, ou plutôt, c'est bel et bien de l'histoire. Et comme je l'ai dit, il existe des moyens très concrets de résoudre cela, ainsi que des revendications que la partie polonaise avait auparavant. Et si la partie ukrainienne remplissait ces conditions, c'est-à-dire si elle permettait l'exhumation des victimes, les forces politiques de droite en Pologne auraient moins de possibilités de s'emparer aussi fortement de ce sujet. dieses Thema so stark aufzugreifen. Macht die Ukraine aber nicht, Mais l'Ukraine ne le fait pas. En revanche, ce qui est déjà frappant en Ukraine, c'est le culte voué au chef fasciste Bandera. Et le ministre polonais de la Défense a été très clair. Avec ce culte de Bandera en Ukraine, l'Ukraine n'entrera pas dans l'Union européenne. La Pologne veut-elle conditionner l'adhésion de l'Ukraine? Die Aufnahme der Ukraine an Bedingungen knüpfen? Ja, sagt das deswegen, weil die Oui, Stimmung in der Bevölkerung il dit cela aufgreift und parce er qu'il sagt das auch capte deswegen, l'état weil d'esprit de la weiß, dass, population. dann Et il le dit aussi parce qu'il sait que le die gouvernement Regierung, pourrait alors. sozusagen der Verteidigungsminister gehört eigentlich einer Partei an, die Il faut préciser que le ministre de la Défense appartient en réalité à un parti généralement pro-européen qui assume aussi une proximité avec Bruxelles et bien sûr avec les Américains, mais qui ne cherche pas à jouer sur des tonalités nationalistes. Le fait qu'il dise cela indique qu'il y a un revirement dans la population polonaise et que les forces de droite gagnent du soutien avec ces positions. Et je pense que vous savez, l'adhésion à l'Union européenne n'échouera pas parce que Bandera est vénéré ou ne l'est pas. Je ne le crois pas. verehrt wird oder nicht verehrt wird. Das glaube ich nicht. Es ist ein rhetorisches Mittel eben C'est un procédé rhétorique pour faire de la politique à l'intérieur du pays. Je pense que l'adhésion à l'Union européenne, si je peux dire un mot là-dessus, risque bien davantage d'échouer pour d'autres raisons. Elle échouera notamment parce que, espérons-le, un cessez-le-feu sera bientôt conclu là-bas, et peut-être aussi un traité de paix. Mais même dans ce cas, dans le meilleur scénario, je ne considère pas du tout comme acquis que l'Ukraine devienne réellement membre de l'Union européenne. Qu'elle ne devienne pas membre de l'OTAN, c'est clair. Nous en parlerons certainement encore. Mais son adhésion à l'Union européenne non plus n'est pas évidente. Car de fait, c'est un pays détruit ou partiellement détruit, avec une population traumatisée. Il faut le reconstruire et cela nécessitera des centaines de milliards d'euros. Hunderte von Milliarden Euro notwendig sind und
Et je n'arrive pas à imaginer que de nombreux gouvernements, y compris ceux de pays membres de l'Union européenne, acceptent l'adhésion de ce pays à l'UE-Membraer dans son état actuel. Car il y a là des domaines politiques très concrets qu'il faudrait évidemment clarifier. Par exemple, la politique agricole, les flux agricoles ou les flux de produits agricoles, et ainsi de suite. Et plus généralement, la politique industrielle. Qui doit payer la reconstruction? Sous quelle forme? Avec des prêts sans intérêt ou par d'autres moyens? Donc, obtenir à l'avenir l'unanimité au sein de l'UE-Membraer, je pense que ce sera très difficile. Et je pense que cela n'échouera pas à cause de l'opposition polonaise à Bandera, mais à cause de très nombreuses autres questions tout à fait concrètes. L'agence de presse Bloomberg chiffrait déjà il y a plus d'un an les destructions causées par la guerre et les coûts de reconstruction à au moins 800 milliards de dollars. Et la guerre n'est pas encore terminée. Selon ses propres déclarations, l'Union européenne a déjà investi 214 milliards d'euros dans la guerre en Ukraine. Et des calculs d'instituts économiques allemands montrent que, sur la base du budget actuel de l'Union européenne, entre 130 et 180 milliards d'euros afflueraient vers l'Ukraine en cas d'adhésion. La Pologne n'est pas un pays contributeur net au sein de l'Union européenne, mais un pays bénéficiaire. Elle reçoit des subventions de Bruxelles. Du point de vue de Varsovie, ce serait donc une raison de ne pas intégrer l'Ukraine, n'est-ce pas? Das wäre ein Motiv, die Ukraine nicht aufzunehmen, aus der Perspektive von Warschau, oder? Ja, beispielsweise. Und nicht nur aus der Perspektive von Warschau, ne? Weil es ist ja so, dass Oui, par exemple. Et pas seulement du point de vue de Varsovie. Car à chaque fois que des pays plus pauvres adhèrent, le seuil à partir duquel un pays devient contributeur net, ou au contraire bénéficiaire net, se déplace en quelque sorte. Le moment où l'on devient réellement un pays contributeur évolue naturellement au détriment de la Pologne, mais aussi de tous les autres pays bénéficiaires actuels. Et ce n'est là, comme je l'ai dit, qu'un seul argument. Pour la Pologne, la politique agricole joue aussi toujours un rôle très important. Je l'avais mentionné auparavant, parce que l'Ukraine peut produire des céréales avec lesquelles la Pologne ne peut tout simplement pas rivaliser sur les prix. Il s'agit de conditions très concrètes qui doivent être remplies. Oui, et je pense qu'il n'y aura pas seulement une opposition de la part des dirigeants polonais, quels qu'ils soient, mais aussi de la part d'autres gouvernements, à une adhésion de l'Ukraine. Mais comme je l'ai dit, cela reste encore très incertain. Simplement, ce ne sera certainement pas une formalité. Aber wie gesagt, das steht ja noch in den Sternen. Nur, wie gesagt, das ist kein Selbstläufer, sicherlich. Ne? Les agriculteurs de tous les pays de l'Union européenne, en Pologne, en Allemagne, en France, en Italie, subiraient certainement une forte pression. Car ils ne pourraient absolument pas rivaliser avec les bas salaires en Ukraine, mais aussi avec les terres noires très fertiles, la productivité de l'agriculture ukrainienne et ses avantages en matière de prix. Vous l'avez évoqué. Oui, comme je l'ai dit, l'Union européenne peut compenser cela en disant par exemple qu'il n'y aura pas de subventions pour les agriculteurs. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait avec les Polonais. Autrement dit, à partir de 2004, les agriculteurs polonais et d'autres agriculteurs d'Europe centrale et orientale n'ont pas reçu les mêmes subventions que les agriculteurs allemands. C'est ainsi qu'on a essayé de compenser cela. On pourrait faire la même chose avec l'Ukraine. Mais dans l'ensemble, c'est tout simplement même après un cessez-le-feu, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'un accord de paix puisse signifier immédiatement ou dans un délai relativement court une véritable stabilité. Même le scénario le plus positif, qui est très improbable aujourd'hui, à savoir qu'un accord de paix, ou au moins une paix froide, puisse réellement être obtenu, ne fera pas pour autant de l'Ukraine un pays stable. Elle restera un pays déstabilisé, où il y aura probablement aussi un remaniement gouvernemental. Car je ne crois pas que le président Zelensky soit ensuite réélu, ni qu'il ait encore un avenir politique.
Je pense que le mécontentement sera aussi grand en Ukraine. Il y aura donc de fortes turbulences au sein de l'Ukraine. Et cela seul sera déjà, je pense, un argument pour de nombreux gouvernements européens qui diront « Attention, il faut peut-être ralentir un peu sur l'adhésion à l'Union européenne ». En sciences sociales, il existe le concept de co-transformation. Autrement dit, lorsqu'un pays change, les pays voisins changent aussi. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne conduirait-elle moins à un rapprochement de l'Ukraine avec les pays européens qu'à un rapprochement des pays européens avec la situation en Ukraine? Y aurait-il alors un débordement de criminalité et de corruption? Nous avons eu l'attentat à Monaco, par exemple. Oui, je ne le soulignerai peut-être pas de cette manière. Je pense qu'en Ukraine, la question essentielle, la question fondamentale, c'est avant tout comment la guerre va-t-elle évoluer. Pour l'instant, rien ne laisse penser qu'elle pourrait bientôt prendre fin. Même si, bien sûr, les choses peuvent évoluer autrement. Et j'espère que ce sera le cas, que les gens cesseront d'y mourir des deux côtés. Je pense que c'est d'abord la question fondamentale, la question vraiment fondamentale. Parce qu'en ce sens, nous sommes forcément marqués par ce qui se passe en Ukraine du fait de l'attaque russe ou de la guerre commencée par la Russie. Cela a déjà profondément modifié la politique de nos États. Dans cette mesure, je suis d'accord. Nous sommes déjà en train de nous transformer, pour ainsi dire, mais pas à cause d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est à cause de la guerre à laquelle nous participons sous certaines formes. Par exemple, par des livraisons d'armes, des transmissions de renseignements, d'autres formes de soutien, un soutien financier, et ainsi de suite. Dans cette mesure, l'Ukraine, ou plutôt cette guerre, est déjà en train de transformer l'Europe. Elle transforme l'Europe, et pas dans le bon sens. Et je crois que nous sommes également d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. Quant à la manière dont cela pourrait évoluer après une éventuelle conclusion de la paix, que, comme je l'ai dit, j'ai du mal à imaginer pour le moment, même si elle devrait évidemment être recherchée, nul ne peut le dire. J'aimerais y revenir un peu plus tard. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est ceci. Quelles conditions le gouvernement de Varsovie poserait-il à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Quels prérequis devraient être remplis? Oui, cela concernerait certainement ce que j'ai évoqué, à savoir la politique agricole, afin que le marché polonais soit protégé. Plus généralement, il faut dire qu'en Pologne, depuis presque 30 ou 35 ans, depuis que le pays n'appartient plus au bloc de l'Est, ou depuis l'effondrement de l'Union soviétique, de l'Empire soviétique, une doctrine informelle s'applique. C'est la doctrine Giedroyc. Elle remonte à deux intellectuels polonais qui ont dit ceci. La souveraineté de la Pologne dépend de la souveraineté de nos États voisins. Il s'agissait de la Lituanie, de la Biélorussie et de l'Ukraine, c'est-à-dire, pour ainsi dire, de nos voisins directs. Donc s'ils ne font plus partie de l'Empire soviétique, c'est notre garantie de sécurité, pour ne plus être broyés, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ni par l'Ouest, ni, en l'occurrence, bien sûr, par l'Est. Et sur la base de cette doctrine, l'idée s'est aussi imposée au-delà des clivages partisans, ou du moins chez les principaux partis, le PiS et la plateforme civique, aujourd'hui au pouvoir sous le Premier ministre Tusk, une Ukraine souveraine et en même temps membre de l'Union européenne, et dans l'intérêt de la Pologne. Et c'est sur cette base qu'agit, du moins le gouvernement actuel. Le gouvernement du Premier ministre Tusk, qui, comme vous le savez, est aussi très bien intégré dans les réseaux européens. On peut dire qu'il est en plein cœur du courant dominant de l'Union européenne. Il a d'ailleurs présidé le Parti populaire européen et a été président du Conseil européen pendant 5 ans. Dans cette mesure, sous sa direction, on peut certainement s'attendre
à ce que les conditions d'une adhésion de l'Ukraine, si l'on devait en parler, soient fixées plutôt bas. À l'inverse, si des forces conservatrices ou nationalistes arrivaient au pouvoir, les conditions d'adhésion seraient placées très haut. Des aspects comme le travail sur l'histoire joueraient alors un rôle majeur. Mais, comme je l'ai dit, il y a bien sûr de très nombreux domaines qu'il faudrait négocier et beaucoup de conditions que l'Ukraine devrait naturellement remplir, ne serait-ce que sur le plan institutionnel, pour satisfaire aux critères d'une adhésion à l'Union européenne. Mais comme je l'ai dit, je pense que tout cela est encore très très lointain. Le président russe Poutine a justifié l'invasion russe en affirmant que l'Occident cherchait à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Il invoque aussi le coup d'État sur le Maïdan en février 2014, qu'il présente comme le véritable début du conflit. Car selon lui, cela a conduit à la guerre civile menée contre la population du Donbass par l'armée ukrainienne, dans le cadre de la soi-disant opération antiterroriste. À l'époque aussi, la Pologne a soutenu le coup d'État sur le Maïdan. Je m'appuie ici sur les résultats des recherches d'Ivan Kachanowski de l'Université d'Ottawa. Comment? Den Putsch auf dem Maidan unterstützt. Wie? Oui, comme je l'ai dit, on a soutenu cela parce que l'Ukraine, les dirigeants ukrainiens à l'époque, l'élément déclencheur, c'est que le président Yanukovych a interrompu, au moins temporairement, les négociations avec l'Union européenne, alors qu'en Pologne et dans d'autres pays, on les croyait déjà bouclées. Et soudain, il y a eu ce coup d'arrêt. Dans les médias dominants, cela a été interprété comme un retour vers l'Est, ou comme le basculement de l'Ukraine, à nouveau vers l'Est. Et dans le contexte de ce que je vous ai dit auparavant, à savoir que la Pologne a intérêt à ce que l'Ukraine soit un État souverain, qui se rapproche aussi naturellement du camp occidental auquel elle appartient également. Il y a alors eu le soutien politique correspondant. C'était aussi le cas du ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, qui a fait partie de la troïka de négociation aux côtés du ministre allemand et du ministre français des Affaires étrangères. Il a donc joué là aussi un rôle relativement important. Je pense que c'était aussi parce qu'on voulait d'une certaine manière utiliser du côté occidental les liens étroits qui existaient entre l'Ukraine et la Pologne. Mais on peut toujours voir sur Internet une vidéo très célèbre dans laquelle Radosław Sikorski s'adresse à ces forces d'ultra-droite qui rejetaient ce compromis alors sur la table et qui a ensuite, bien sûr, été balayé. L'accord a notamment été négocié avec Frank-Walter Steinmeier, qui était alors ministre allemand des Affaires étrangères. Mais les forces radicales du Maïdan ne l'ont pas respecté. Oui, mais cela évidemment ensuite. Du côté polonais, dans le courant dominant polonais et chez les principales forces politiques, cela n'est évidemment pas présenté comme tel. En Pologne, ce n'est évidemment pas considéré comme un putsch. C'est très clair. De même que, dans le courant dominant allemand, ce n'est évidemment pas considéré comme un putsch, mais comme un mouvement de libération. Exactement. Et parfois, on n'examine pas non plus comment cette protestation a réellement vu le jour, comment ces tirs se sont produits, et ainsi de suite. Il existe donc différentes enquêtes, différentes interprétations. En Pologne, la perspective, vous savez, et c'est peut-être très important de le souligner ici, c'est qu'il existe un réflexe anti-russe très fort, ainsi qu'un complexe anti-russe. Les deux vont ensemble, et les deux sont aussi compréhensibles pour moi. Je suis né en Pologne, et j'y ai passé 10 ans de ma vie. Ensuite, j'ai vécu 23 ans en Allemagne, et ça fait maintenant 15 ans que je vis de nouveau en Pologne. J'ai donc un peu un regard extérieur. Depuis l'Allemagne, parce que j'y ai longtemps vécu, mais j'ai aussi désormais la perspective polonaise. Auch die polnische Perspektive, und sie ist für mich nachvollziehbar, also diese antirussische
Et pour moi, c'est compréhensible. Je parle de ce complexe anti-russe et de ces peurs qui en partie deviennent irrationnelles. Nous y reviendrons peut-être. Elles sont tout simplement là. On est presque aveuglément prêt à soutenir tout ce qui se tourne contre les Russes ou contre la Russie, sans se demander si c'est réellement aussi dans notre propre intérêt. Et ce qui s'est passé à Kiev en 2013, ou plutôt en 2014, alors était Pselheim et Saskans, en quelque sorte. Entsprechend, so wie Sie das gesagt haben, das war die Freiheitsbewegung sozusagen, der Freiheitswille der Ukraine hat gegen den La volonté de liberté de l'Ukraine a triomphé de l'autoritarisme des partisans de la Russie, et elle a triomphé de Poutine. C'est ainsi que cela est interprété. Et fait très intéressant, des points de vue défendus même par des géostratèges américains, ou par exemple par Henry Kissinger, sont eux aussi rejetés. En 2015, Kissinger s'est exprimé de manière assez explicite sur l'Ukraine. Il a dit que l'Ukraine n'était pas un pays comme les autres et qu'elle devrait en fait chercher à obtenir un statut neutre, sinon elle serait déchirée. Henry Kissinger, qui est très respecté en Pologne, est alors littéralement mis en pièces sur cette question, simplement parce qu'il adopte une autre perspective, qui ne correspond pas du tout à la perspective polonaise. Celle-ci part du principe que la Russie a été et reste toujours animée d'ambitions impériales. Et dès qu'il rassemblera les forces nécessaires et qu'il les aura, tôt ou tard, il ira plus loin, au-delà de l'Ukraine, et un jour aussi jusqu'en Pologne. C'est quelque chose qui reste ancré dans l'esprit des gens, mais c'est renforcé, et c'est peut-être encore plus important, par les médias. Bien sûr, cela est renforcé par les think tanks concernés, et cela se superpose aussi à ce qui, du moins jusqu'au début de la guerre, prévalait ou se percevait en Pologne. Je considère presque cela comme une religion américaine. L'idée qu'aux États-Unis, on voit réellement l'État auquel il faut absolument s'accrocher, quoi qu'il fasse, parce qu'il est notre garant de sécurité face à une éventuelle invasion venant de l'Est à l'avenir. C'est donc le contexte qu'il faut avoir à l'esprit face à chaque initiative politique de la Pologne, qu'elle soit simplement évoquée ou déjà mise en œuvre. Ce complexe et ce réflexe anti-russe sont très très forts. Ils sont vraiment 3, 4, 5 fois plus forts que chez une partie au moins de la population allemande. C'est historiquement compréhensible parce que la Russie était l'une des puissances qui ont participé au partage de la Pologne du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et surtout parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 semaines après l'invasion des armées hitlériennes, les armées de Staline sont elles aussi entrées en Pologne orientale et ont occupé, pour ainsi dire, la moitié du pays. Tout cela est donc compréhensible. Mais comprendre quelque chose, ce n'est pas la même chose que de dire que c'est rationnellement juste. Et à mes yeux, la politique par le gouvernement polonais n'est évidemment pas juste. Ces craintes polonaises, très répandues, ont de bonnes raisons historiques d'exister. Et elles se manifestent aussi sur le Maïdan. C'est pourquoi je voudrais y revenir. Jusqu'où allait le soutien polonais? Y avait-il des manifestants polonais? Y avait-il une aide directe? Les livres de Katsanovski, mais aussi d'autres témoignages oculaires, rapportent que des diplomates polonais auraient remis de l'argent aux organisateurs du Maïdan. Et un témoignage est cité. Il y aurait aussi eu des tireurs d'élite polonais sur le Maïdan. Diriez-vous qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? Je ne peux pas vous en dire grand-chose. J'avais analysé cet aspect à l'époque, mais je ne peux plus le récapituler de manière à vous dire en détail à quoi ressemblait le soutien polonais. Il y a certainement eu un soutien au niveau officieux, parce qu'il y en a bien sûr aussi eu au niveau officiel. Comme je l'ai mentionné, avec le ministre polonais des Affaires étrangères, qui est à nouveau ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, Radosław Sikorski. Mais concernant ces événements, par exemple l'implication de tireurs d'élite polonais, là je ne peux vous donner aucun détail.
kann ich Ihnen keine Details nennen. Mit Blick auf das aktuelle Geschehen. Au vu de la situation actuelle, des experts militaires affirment qu'un tiers des armes livrées à l'Ukraine, mais aussi une grande partie des aides financières, disparaissent dans des circuits obscurs. Est-ce que cela fait l'objet de reportages en Pologne? Des acteurs polonais sont-ils également impliqués? Sind da auch polnische Akteure beteiligt? Ja, es wird in den Oui, les médias généralistes en parlent moins. Quand ils en parlent, c'est tout au plus en marge. Mais c'est évidemment un sujet sur les réseaux sociaux, dans certains groupes ou chez certaines personnes qui ont déjà, de toute façon, des positions anti-ukrainiennes. Et c'est aussi, évidemment, enfin, pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique, mais aussi, bien sûr, à l'industrie de l'armement et à tout cet ensemble, il est clair qu'avec des flux financiers pareils, qui se produisent en si peu de temps et à une telle échelle, il y a forcément des irrégularités. Dass es da natürlich zu Unregelmäßigkeiten kommt. Und beispielsweise wurde jetzt auch in Et einigen par exemple, certains textes proches du gouvernement dans les médias polonais ont récemment évoqué le fait que le remplacement du ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, sa destitution par Zelensky, est bien sûr aussi lié en partie au fait que différentes factions de fournisseurs ou de producteurs d'armes en Ukraine même, il ne s'agit pas ici des livraisons ou du soutien polonais, s'affrontent naturellement. Car l'ancien ministre de la Défense, Reznikov, voulait y apporter davantage de transparence. Et je crois que les personnes qui s'intéressent à cette question de manière un peu plus approfondie en Pologne en sont tout à fait conscientes. beschäftigen etwas intensiver durchaus bewusst, aber es ist kein Mais ce n'est pas encore un sujet politique. Enfin, pour le préciser aux téléspectateurs, le gouvernement polonais est beaucoup plus proche des dirigeants ukrainiens ou entretient de bien meilleures relations avec eux que le président polonais. Or, lui aussi joue un rôle important en Pologne. Il dispose par exemple d'un droit de veto, il peut bloquer des lois. Et oui, dans une certaine mesure, il argumente aussi ou essaye politiquement de tirer profit des positions anti-ukrainiennes. Mais, comme je l'ai dit, le fait qu'il y ait explicitement des irrégularités là-bas n'est pas largement traité dans les médias généralistes. In den Mainstream-Medien wird das nicht breit thematisiert. Gibt es konkrete Hinweise? Y a-t-il, en Pologne, dans la presse polonaise, chez les journalistes d'investigation polonais ou les blogueurs, des indices concrets de rétrocommission, de versement de primes, de pots de vin qui reviendraient vers l'Union européenne, par exemple via les pays baltes, la Pologne, l'Allemagne et le Luxembourg? Polen, Deutschland, Luxemburg zurückfließen? C'est peut-être le cas dans des médias de niche, mais non, je n'en ai pas connaissance. Sie haben vorhin auch die blutige Geschichte. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure l'histoire sanglante entre la Pologne et la Russie, Eine Rolle spielte la guerre polono-bolchevique après la Première Guerre mondiale, en 1919 et 1920, y a joué un rôle. L'Armée rouge l'a perdu, et le chef de l'État polonais de l'époque, Piłsudski, l'a remporté. Quelles en sont encore les répercussions aujourd'hui? C'était aussi des guerres marquées par des massacres effroyables. Si l'on lit les journaux des correspondants militaires de l'époque, comme Bukov ou Isaac Babel. Durchliest wie Bulgakov oder Isaac Babel. Ja, da gibt's mindestens 3 Oui, il y a au moins 3 aspects qui jouent encore un rôle, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui. Le premier concerne, pour ainsi dire, le côté traditionnaliste et religieux de mes compatriotes. Il y a eu une bataille près de Varsovie, considérée en Pologne comme le miracle de Varsovie. Car on partait déjà du principe que les Russes, que l'armée soviétique de l'époque, parviendrait effectivement jusqu'à Varsovie et gagnerait la guerre. Puis, il y a eu une bataille près de Varsovie qui a marqué le tournant. Les troupes polonaises ont alors avancé jusqu'à Kiev, avant d'être repoussées, puis de s'accorder sur une frontière. C'est donc le premier aspect, le miracle de la Vistule. Il joue un rôle dans la mesure où, aujourd'hui encore, le président polonais agit par exemple en disant « Regardez, nous pouvons tirer les leçons de l'histoire. Les Russes ne sont pas invincibles. » Die Russen sind nicht unbesiegbar. Das wird allen Ernstes vom Le président polonais prend cela très sérieusement comme une sorte d'appel au combat.
Donc cela joue un rôle. Ce qui compte dans les relations polono-ukrainiennes concernant cette guerre, c'est que du côté polonais, des unités ukrainiennes ont aussi combattu, avec la promesse que si la Pologne remportait la victoire, elle soutiendrait l'indépendance de certaines régions d'Ukraine. Cela ne s'est finalement pas produit. Et en Ukraine, cela est encore considéré aujourd'hui comme une trahison de la part polonaise. Cela joue évidemment aussi un rôle. Les relations ukraino-polonaises ont également joué un rôle, oui, ou sont importantes pour comprendre les antécédents de ce qui s'est passé en Volhynie. Mais peut-être que cela nous mènerait trop loin ici. Toujours est-il qu'en Ukraine, on n'a pas oublié, jusqu'à aujourd'hui, du moins une partie de la population, que le camp polonais avait dit « Combattez avec nous, nous vous le promettons, cela viendra et nous soutiendrons votre indépendance ». Et cela ne s'est finalement pas produit. C'est peut-être un troisième aspect. Pour le camp polonais, c'était aussi une preuve supplémentaire de l'importance de la position de la Pologne, y compris de sa position géographique. Autrement dit, le courant nationaliste dit « Dans cette guerre, nous avons, pour ainsi dire, préservé l'Europe du bolchevisme ». C'est aussi un élément du récit sur cette guerre polono-soviétique de 1920. Et c'est précisément ce qui était voulu avec la recréation de la Pologne, par le traité de Versailles. Le premier envoyé allemand à Varsovie, Harry Comte Kessler, écrit dans ses mémoires qu'après la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a aussi fourni des armes à la Pologne. Tandis que de l'autre côté, le maréchal rouge Tukhachevski marchait sur Varsovie depuis le camp soviétique et que Staline dirigeait l'armée du Sud contre Lviv. Cela a créé une brèche dans laquelle Piłsudski a pu s'engouffrer et au fond sauver Varsovie. Le résultat, c'était aussi l'idée d'une grande Pologne. Des parties de l'Ukraine occidentale ont ensuite appartenu à la Pologne, vous l'avez mentionné. Oui. Par exemple, Lemberg, la plus grande ville importante qui appartenait alors à la Pologne. Et aujourd'hui encore, on dit en Pologne que la tombe du maréchal Piłsudski se trouve à Vilnius. Et sur cette tombe, une flamme brûle en permanence. Je l'ai vu moi-même. Autrement dit, le rêve d'une grande Pologne, de la mer Baltique à la mer Noire, est-il toujours présent ou présent de façon latente? Je pense que si cela existe, c'est seulement de manière sous-jacente. Il y a certainement des forces nationalistes qui ont cela quelque part en tête, mais ce n'est pas une position sérieuse qu'il faudrait débattre aujourd'hui. Il n'y a pas de force politique qui pense dans cette direction, sous quelque forme que ce soit. Bien sûr, les responsables politiques qui réfléchissent en termes stratégiques savent que la Pologne occupe naturellement un rôle d'anarchie ou une position importante dans cette région. C'est le plus grand pays, bien sûr, après l'Ukraine. L'Ukraine comptait près de 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup moins. La Pologne en compte 37, 38 millions. Elle est évidemment bien plus forte économiquement. Donc l'idée que la Pologne pourrait ou devrait jouer un certain rôle de premier plan dans la région, avec les États baltes, la Slovaquie, la Tchéquie et ainsi de suite, dans une sorte d'alliance, la Pologne étant l'État le plus important. Oui, mais des ambitions de grande puissance, au sens où l'on envisagerait aussi, d'une manière ou d'une autre, des modifications de frontières. Non, cela n'existe évidemment pas. Le président russe Poutine a dit un jour dans une remarque désinvolte qu'il a encore répétée récemment, « Enfin, au bout du compte, l'Ukraine sera partagée et les Polonais récupéreront à nouveau l'Ukraine occidentale. » Oui, mais c'est absurde. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un sujet politique auquel il faut consacrer beaucoup d'attention. Il n'y a pas de force derrière ça. C'était évidemment une provocation. Oui, bien sûr, mais elle est aussi
je crois qu'il n'a pas obtenu grand-chose, ni en Ukraine, ni en Pologne. Il y a encore d'autres comptes à régler avec la Russie, du point de vue polonais. Il y a un film d'Andrzej Wajda, sorti en 1957, Canal. Il traite de l'insurrection de l'armée de l'intérieur polonaise, le deuxième soulèvement de Varsovie en 1944. Une partie de cette armée de l'intérieur s'est regroupée dans les égouts pour organiser la résistance. Et ce film se termine ainsi. Les derniers éléments dispersés de l'armée de l'intérieur veulent fuir vers la Vistule. Mais une grille bloque le tunnel. Et la caméra se détourne, balayant la Vistule. Et contrairement à ce qui se passe en Allemagne, chaque Polonais sait ce que cela veut dire. De l'autre côté, l'armée rouge a attendu que les nazis en aient fini avec nos combattants de la résistance. Quel rôle cela joue-t-il encore aujourd'hui? Ah, l'insurrection de Varsovie joue un rôle très important. On le voit dans chaque musée de Varsovie. Oui, dans la perception collective. On s'en souvient aussi, par exemple, chaque année, le 1er août. À 17 heures, les sirènes retentissent dans tout le pays. Beaucoup de voitures s'arrêtent, les gens s'arrêtent aussi, et on se recueille. Donc depuis 20 ou 25 ans, cela a aussi été délibérément ancré dans les mémoires et encouragé par la politique. Ce qui est important, c'est le contexte. L'insurrection a éclaté parce que l'objectif était de chasser les Allemands, mais aussi de montrer aux Soviétiques « nous sommes souverains ». C'était en quelque sorte un double objectif qu'on voulait atteindre. Au fond, on espérait bien sûr que les Soviétiques interviendraient tout en nous acceptant comme force autonome. Et c'est précisément ce que Staline ne voulait pas. Il ne le voulait pas, et il a effectivement laissé les unités polonaises là-bas s'épuiser jusqu'au bout. C'est évidemment une histoire tragique. De mon point de vue, ce soulèvement était en lui-même une erreur de décision. En Pologne, ce n'est pas l'avis de la majorité, mais celui d'une minorité, qui dit 200 000 personnes sont mortes, dont beaucoup de femmes, de jeunes et de civils. La ville a été rasée. Et tout ça, au fond, pourquoi faire? Et moi aussi, je me range plutôt dans ce camp parce que je pense que les vies humaines doivent toujours primer sur une souveraineté, une autonomie, mal ou bien comprise, ou peu importe. Et je crois que les gens y ont été sacrifiés. Mais, dans la perception polonaise, l'insurrection de Varsovie joue un rôle très très important. Aujourd'hui, elle est considérée comme une insurrection héroïque, mais aussi, bien sûr, comme une insurrection tragique. Et cela joue encore un rôle aujourd'hui dans les relations avec l'Union soviétique, et bien sûr aussi avec la Russie. L'historien britannique Norman Davies écrit dans son livre sur le second soulèvement de Varsovie, Rising 44, à propos des conséquences à long terme de cette insurrection. En 1956, il y a eu un soulèvement en Hongrie. Là-bas, les chars soviétiques sont entrés en action. Mais l'Union soviétique n'a pas envahi la Pologne. Norman Davies écrit que le chef de l'État et du parti de l'époque, Gomułka, tout sauf un démocrate, aurait mobilisé l'armée polonaise pour faire face à une invasion de l'armée rouge. Et Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, aurait fait marche arrière parce qu'il se souvenait du combat héroïque des Polonais dans les égouts en 1944. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? A-t-il raison? Cette information selon laquelle, à l'époque, l'armée polonaise aurait été mobilisée par Gomułka contre l'armée russe, je dois dire que je ne la connaissais pas. En revanche, ce qui ne m'est pas nouveau, ou ce qui me paraît compréhensible, c'est que les Polonais aient effectivement pu dissuader les Soviétiques d'envahir la Pologne, comme ils l'avaient fait en Hongrie, et plus tard, en 1968, en Tchécoslovaquie. Car je pense que la volonté de combattre, ainsi que l'état d'esprit des Polonais, était tout à fait connu. C'était lié à l'histoire.
Il y avait déjà eu, par exemple au XIXe siècle, des soulèvements qui avaient été réprimés par l'Empire tsariste dans certaines parties du territoire polonais, et ainsi de suite. C'était donc aussi une expérience historique soviétique. Les Polonais sont très combatifs. Et dans cette mesure, il me paraît compréhensible que les chars ne soient pas entrés. Tout comme d'ailleurs en 1981, lorsque la loi martiale a été proclamée. Et que le syndicat Solidarność a d'abord été interdit. Exactement. Mais auparavant, il faut le dire, elle a été tolérée pendant 16 mois. Et pour ceux qui se souviennent encore des images de l'époque ou qui se sont penchés sur le sujet, oui, c'était bien sûr un mouvement de liberté, où la liberté d'expression a soudain été tolérée de fait. Et à cette époque, c'était une nouveauté dans le bloc de l'Est. Et pourtant, les Soviétiques ont laissé faire pendant 16 mois avant d'accentuer la pression au point que les dirigeants polonais ont eux-mêmes instauré la loi martiale. Et je pense que là aussi, les Soviétiques ont peut-être envisagé d'aider à écraser ce mouvement ou d'envahir le pays. Mais ils se sont dit, si nous faisons cela, la révolte éclatera vraiment. Et donc oui, cela confirmerait ce que vous dites. Bis heute gibt es ja eine Diskussion, nicht nur unter Historikern, die Rolle des damaligen Staats- und Parteichefs Jaruzelski. Die einen sagen, Jaruzelski hat das Kriegsrecht durchgesetzt, Il s'est imposé pour éviter une invasion soviétique. Et les autres disent, il l'a quand même fait au service des soviétiques, ce vieux borné. Vous vous situez où, là-dessus? Wo stehen Sie da? Oui, vous savez, je suis partagé sur ce point, parce que je pense qu'il a fait cela pour plusieurs raisons qui s'imbriquent. Ce n'était pas seulement la pression des Soviétiques. 16 mois après la création de Solidarność, puis après son autorisation et son enregistrement officiel comme syndicat, la situation dans le pays était telle que ce mouvement immense comptait 10 millions de membres. Avec le temps, il est donc devenu, pour ainsi dire, déstabilisant pour la direction politique. Et d'ailleurs, la situation économique du pays ne s'était pas améliorée, elle s'était plutôt aggravée. Et la situation économique était d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles Solidarność est né, avec des grèves liées à des licenciements et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il y avait toute une série d'arguments qui plaidaient en faveur de ce que Jaruzelski a fait. Évidemment, je ne trouve pas cela juste, parce qu'il y a aussi eu des victimes humaines, enfin des morts. Justement, dans la région où j'habite, cela a provoqué un grand choc. L'occupation d'une mine où des mineurs avaient refusé, pour ainsi dire, de suivre la nouvelle ligne. Et presque une douzaine de mineurs ont alors été abattus lors d'une opération vraiment brutale et inutile. Dans ces conditions, j'ai du mal à éprouver la moindre sympathie pour Jaruzelski. Insofern fällt es mir da schwer, irgendwelche Sympathien für Jaruzelski zu entwickeln. Ich kann politisch das aber nachvollziehen, dass es geschehen ist. Mais politiquement, je peux comprendre que cela se soit produit. À la longue, ça ne pouvait pas bien se passer. Dans cet immense bloc de l'Est, qui se présentait encore comme homogène, dans les États du socialisme réel de l'époque, un État ne pouvait pas accorder des droits de cette manière sans que cela puisse, à un moment donné, déborder aussi sur d'autres pays. Et bien sûr, la direction à Moscou ne pouvait pas tolérer qu'un syndicat et un mouvement y soient actifs. Remettant tout cela en question, ou du moins remettant en question de larges pans de la direction communiste, de son récit, et ainsi de suite. On ne pouvait pas l'accepter éternellement. Donc c'est compréhensible, sans que je m'en réjouisse. Quel rôle l'Église catholique et le Vatican ont-ils joué, y compris à l'époque où Solidarność est interdite et où au fond elle continuait d'exister dans la clandestinité? De toute façon, l'Église catholique a toujours joué un rôle très important en Pologne. Je dirais que d'une part, elle était aussi une sorte de point de ralliement, de lieu de rassemblement pour toutes sortes de forces d'opposition.
l'un des opposants les plus importants, Adam Michnik, qui s'est déjà fait remarquer dans les années 60, à 18 ou 20 ans, face aux forces communistes, et qui est ensuite devenu l'un des principaux opposants. Aujourd'hui, il est d'ailleurs le directeur de publication de l'un des plus grands quotidiens, a écrit dans les années 70 un livre intitulé « L'Église, la gauche, le dialogue ». Il y essayait, c'était l'idée, de réunir les forces d'opposition qui existaient en Pologne, qui n'avaient pas forcément de lien avec l'Église, qui étaient laïques et qui parfois même organisaient leur résistance depuis une perspective de gauche, avec les forces intellectuelles et proches de l'Église, ou inspirées par le traditionnalisme. Il s'agissait donc de réunir la gauche laïque et les intellectuels traditionnalistes, marqués par l'Église, afin de faire ensemble opposition. Et cela a finalement réussi, on peut le dire. Et l'Église jouait, oui, elle jouait un rôle plutôt en arrière-plan, je dirais. Elle apportait en quelque sorte un soutien moral à la résistance ou au fait de dire non. Et bien sûr, l'élection du pape polonais a aussi joué un rôle. Elle a renforcé intérieurement les gens. Évidemment, ce n'était pas dans l'intérêt du régime communiste. Donc l'Église a bien eu sa part, qui peut aussi être considérée à certains égards comme très positive, pour ce qui est de la période jusqu'en 1989. Des moyens financiers ont-ils aussi transité par le Vatican, des presses imprimées et autres? Oui, bien sûr. Cela a aussi joué un rôle. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de chiffres précis sur les quantités concernées, mais bien sûr que cela a joué un rôle. Nous avons parlé des craintes de beaucoup de gens en Pologne et aussi de la politique polonaise face à l'Union soviétique autrefois, à la Russie aujourd'hui. Mais qu'en est-il de l'Allemagne? Après la Seconde Guerre mondiale, Varsovie était une mer de squelettes de bâtiments où chantaient les flammes. Quand on entend aujourd'hui des phrases comme celle du chancelier Friedrich Merz, « Nous voulons redevenir la première puissance militaire conventionnelle en Europe », quel sentiment ça suscite-t-il à Varsovie? Cela suscite des sentiments différents selon la personne à qui vous posez la question. Il y a bien sûr le niveau politique chez les acteurs politiques, et puis il y a la population. Pour ceux qui y voient les choses de manière moins critique, le contexte est évidemment le suivant. Ils disent « oui, bien sûr, ils veulent se réarmer, mais ils ne se réarment pas contre nous. Ils se réarment contre la Russie. » C'est donc ce contexte qu'il faut prendre en compte. Chez les forces nationalistes, cela est naturellement perçu avec un peu de méfiance. Mais en même temps, elles ont conscience que la Pologne augmente elle aussi ses forces armées et qu'il y a une disproportion aussi au regard de l'image qu'on a aujourd'hui de la Bundeswehr à l'étranger. Autrement dit, de sa capacité à combattre et de la question de savoir si, dans son état actuel, elle inspire la crainte ou non. Cela joue aussi un rôle. Nous ne sommes pas dans les années 30, où nous savons, au moins rétrospectivement, que la supériorité des armées allemandes, constituée à la fin des années 30 sur les armées polonaises, en matière d'équipement, mais aussi de mesures stratégiques. C'était pour ainsi dire deux mondes différents. Et aujourd'hui, même les critiques de ce discours sont conscients qu'il ne se constitue pas là une armée qui serait significativement plus faible que la nôtre. C'est ça, le point. Mais le point le plus important, en réalité, c'est de dire, d'accord, nous sommes déjà du même côté et ils ne s'arment pas contre nous. Vous posez maintenant la question de l'armement, ou plutôt des Allemands. En Pologne, il y a globalement un large soutien à cela. Ce soutien est en réalité assez nuancé, mais il existe bien un accord pour que le pays se réarme massivement et que l'armée soit également agrandie, avec l'objectif d'atteindre à terme 300 000 hommes. Ce qui sera et est déjà relativement difficile à réaliser, comme le montre la réalité.
Mais de manière générale, cette politique de réarmement bénéficie d'une acceptation assez large. Et cela est lié aux craintes, non pas face aux Allemands qui se réarment, mais face à la Russie, à ce que j'ai évoqué auparavant. Ces craintes sont en réalité si fortes que là-bas, on balaie parfois d'un revers de la main, y compris à mes yeux, des choses très irrationnelles. On dit « oui d'accord », mais ce sont les Russes. Cela concerne par exemple des achats d'armements précis. On achète du matériel qui, même si l'on part du cas peu probable où il y aurait une quelconque confrontation militaire entre la Pologne et la Russie, est déjà en fait dépassé, comme le montrent les combats en Ukraine. Et la Pologne commande ce matériel en masse et paie pour cela des milliards qui partent à l'étranger. Cela n'a pratiquement pas du tout été remis en question au cours des 3 premières années. Entre-temps, les voix critiques se multiplient, mais l'adhésion reste forte. Et, dans ce sens, une partie de la population comprend aussi que les Allemands ont des craintes similaires. Elle a désormais moins peur de voir les Allemands reconstruire une grande armée conventionnelle. Mais comme je l'ai dit, chez les forces nationalistes ou chez les personnes qui ont encore, d'une certaine manière, la Seconde Guerre mondiale dans les os, cela déclenche probablement certaines sonnettes d'alarme, au moins de moindre ampleur. Est-ce que je vous comprends bien? Verstehe ich Sie richtig? Der Überfall, L'invasion par l'armée d'Hitler en septembre 1939 et la destruction totale de Varsovie en 1944 n'ont pas suscité en Pologne ces peurs profondes et latentes qui existent à l'égard de l'Union soviétique et de la Russie. die es gibt gegenüber der Sowjetunion und Russland. C'est comme ça. On n'a pas de crainte vis-à-vis de l'Allemagne, tout simplement parce que l'histoire de ces 35 dernières années s'est déroulée comme elle s'est déroulée. La Pologne a pu quitter le bloc de l'Est, dominé par les Soviétiques, sans effusion de sang, ce qui est très important, et se rapprocher de l'Ouest. Et l'Allemagne a effectivement joué un rôle important, parce que, dans l'ancienne Union européenne, avant l'élargissement de 2004, elle en était naturellement le principal défenseur. C'est aussi elle qui en a le plus profité. Mais elle a véritablement plaidé en faveur de l'adhésion de la Pologne. Berlin soutenait donc cette adhésion. Dans l'ensemble, l'adhésion de la Pologne est considérée comme un succès par la majorité de la population. Les 22 années d'adhésion à l'Union européenne sont donc dans l'ensemble considérées comme un succès. Le pays s'est développé sur le plan économique, même s'il existe encore de très grandes inégalités entre les riches et les pauvres, ainsi que beaucoup de problèmes à résoudre. Mais l'adhésion à l'Union européenne, que l'on attribue aussi à l'Allemagne, en quelque sorte dans son rôle de soutien, est considérée comme une réussite. Et dans cette mesure, il n'y a plus de crainte que les Allemands puissent recommencer exactement la même chose. Je pense que ces craintes ne subsistent que chez une petite minorité. Ce qu'une part plus importante de la population reproche aux Allemands, c'est par exemple d'avoir réglé la question des réparations de cette manière-là, ou plutôt de ne pas l'avoir réglée. Et là, on parle de sommes considérables. Und da kommen wir auf beträchtliche Summen. On arrive là à des sommes considérables. Mais comme je l'ai dit, l'Allemagne aurait pu mener une politique raisonnable si elle avait accordé un peu plus d'importance, disons, à ses relations avec la Pologne, si elle les avait davantage valorisées. Mais c'est peut-être un autre sujet. Je pense donc que, dans la majorité de la population polonaise, il n'y a clairement pas de crainte que les Allemands envahissent la Pologne dans un avenir prévisible. Ce qui joue un rôle, notamment dans le contexte de l'insurrection de Varsovie, c'est le souvenir. Et c'est aussi au titre de ce souvenir qu'on attend une forme de réparation. Le PiS, c'est-à-dire le précédent gouvernement national conservateur, a fait établir une analyse à ce sujet. Elle a été publiée en 2022.
veröffentlicht wurde. Und da wurden die Et les dommages matériels, ou plutôt les dommages au total, y compris les dommages corporels, ont été estimés, une fois convertis, à 1300 milliards d'euros. C'est une estimation réaliste. Je dirais que j'ai regardé l'analyse. Ce n'est pas irréaliste, si l'on tient compte des dommages réels. Et la partie allemande a bien sûr fait valoir que juridiquement, le dossier était clos depuis les années 50 ou 60. Mais la manière dont cela a été, pour ainsi dire, démoli, y compris du côté allemand, ce n'était pas bien. Et en fait, un geste aurait aussi été nécessaire. Cela ne doit pas forcément être un geste financier, mais une politique allemande plus conciliante aurait certainement été appropriée, ne serait-ce que pour apaiser le climat en Pologne. Vous avez évoqué tout à l'heure la vénération des États-Unis en Pologne. Jusqu'où les réseaux transatlantiques et de l'OTAN s'étendent-ils au sein des élites polonaises? Je pense qu'elles vont très loin. L'une des plus grandes chaînes de télévision privée de Pologne a un propriétaire américain. C'est toujours le cas. Elle est maintenant mise en vente, ce qui le montre peut-être de façon symbolique. Ou alors, je peux vous décrire une situation. J'avais déjà mentionné notre ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. Il avait d'ailleurs déjà été ministre de la Défense sous le PiS dans les années 2000. Et maintenant, il est devenu ministre des Affaires étrangères pour la deuxième fois. Il l'avait aussi été dans les années 2010. Il est marié à une Américaine, Anne Applebaum. Oui, une publiciste et historienne relativement connue, entre autres, qui écrit aussi sur l'histoire russe et qui prend des positions politiques très explicites. Et Radosław Sikorski. Et elles ont justement un fils qui sert dans l'armée américaine. Ça veut dire que nous avons un ministre polonais des Affaires étrangères dont le fils sert dans l'armée américaine. Radosław Sikorski voulait aussi devenir président lors de la dernière élection présidentielle. Mais il a échoué au sein de son parti face à d'autres candidats. Mais le fait qu'un possible futur président polonais ait un fils dans l'armée américaine n'a joué absolument aucun rôle. Je précise cela pour vous montrer à quel point on perçoit, ou du moins on percevait, qu'il existe pratiquement une symbiose d'intérêts, presque, entre la Pologne et les États-Unis. En Pologne, il y a aussi un motif qui revient sans cesse. Je crois que c'est Adam Michnik, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a formulé cela. Ça décrit en quelque sorte les principaux repères ou les grandes coordonnées qui ont guidé la politique étrangère polonaise ces 30 dernières années. Michnik dit « Nous avons besoin de l'Union européenne pour notre développement économique et notre stabilité, et nous avons besoin des États-Unis pour notre sécurité. » Et cette vision commence maintenant, lentement, à se fissurer, bien sûr depuis l'arrivée de Trump au pouvoir et avec sa politique. Mais elle reste très profondément ancrée. Cela se manifeste, par exemple, par le fait que le gouvernement précédent a acheté en masse des équipements militaires, principalement aux États-Unis. Oui, et je pense que les réseaux dont vous parlez jouent là un rôle tout à fait décisif. Un exemple, c'est le grand responsable politique polonais Sikorski que vous avez mentionné. Il est marié à Anne Applebaum, une journaliste et historienne américaine, qui est elle-même une proche amie de Victoria Nuland, laquelle a contribué à organiser le coup d'État sur le Maïdan en 2014. Et Victoria Nuland est elle-même mariée au penseur néoconservateur Robert Kagan. Et tous sont à nouveau liés par la Brookings Institution et le National Endowment for Democracy. Au fond, c'est une clique transatlantique. Oui, Sikorski avait aussi travaillé au début des années 2000 dans un groupe de réflexion américain. Il y occupe un poste, il est très bien connecté dans les réseaux transatlantiques et il joue un rôle vraiment important. Entre-temps, il est aussi considéré comme un possible successeur
du Premier ministre Tusk. Je l'avais mentionné, il s'était porté candidat au sein de son parti pour l'investiture présidentielle. Il a perdu en interne, mais ses ambitions pour eux, c'est très grande. Autrement dit, le lien transatlantique est une raison d'État en Pologne. Oui, on peut le dire ainsi. Mais ce récit se fissure aujourd'hui. Parce que ce que j'ai décrit tout à l'heure, ce qui a aussi été transmis en quelque sorte à la base, c'est l'idée que les Américains sont ce qui se fait de mieux. J'exagère volontairement. Nous n'aurions vraiment qu'à nous orienter sur eux, que ce soit pour leur culture, leur économie ou leur politique. Je force le trait, bien sûr. Mais ce récit se fissure aujourd'hui. Sommes-nous vraiment en sécurité sous le parapluie protecteur américain si le gouvernement change là-bas et que tout à coup on entend des propos du genre « Peut-être que nous ne sommes finalement pas si en sécurité ». Et voilà que notre allié le plus important négocie avec notre plus grand ennemi, à savoir Poutine. Cela contribue évidemment au sentiment d'incertitude dans la population. Et les élites politiques essayent aussi, dans ce contexte, de se réorganiser. Et je pense que le gouvernement polonais, sous le Premier ministre Tusk, cherche désormais, plutôt discrètement, mais avec insistance, à davantage mettre l'accent sur Bruxelles. Il ne peut pas le souligner aussi explicitement, car l'opposition lui reprocherait plutôt de négliger la question de la sécurité s'il ne s'orientait que vers Bruxelles. Mais je pense que c'est davantage la position du gouvernement actuel. Sinon, oui, cette dépendance à l'égard des États-Unis, il faut le dire, elle est très forte. Mais l'affinité l'est aussi, même si elle commence maintenant à se fissurer. En 1999, la Pologne a été admise dans l'OTAN. Mais Washington y a mis une condition, la réhabilitation de l'important espion de la guerre froide que j'ai mentionné au début, le colonel Richard Kuklinski. Il vivait alors aux États-Unis et avait été condamné à mort en Pologne par le gouvernement communiste de l'époque. L'homme politique polonais de l'opposition, Leszek Miller, chef des forces social-démocrates, s'est donc envolé pour Washington afin de garantir que l'opposition polonaise soutenait elle aussi l'OTAN. Il a rencontré Kuklinski dans une planque de la CIA, a discuté avec lui pendant de longues heures et a ensuite dû déclarer qu'il réglerait cela. C'est donc une voie juridique. Oui, c'est exactement ce que cela dit, cela confirme ce que j'ai dit. Donc que l'on part de la prescrite von Kuklinski gefunden werde, was auch geschah. Es wurde eine Ausnahmeregelung geschaffen. Was sagt das über das polnisch-amerikanische Verhältnis? Ja, das sagt genau, das bestätigt das, was ich gesagt habe, ne? Also, dass man von der verordneten Zugehörigkeit zum Sowjetblock. L'appartenance au bloc soviétique n'a donc pas conduit à assumer un rôle de médiateur qu'on aurait aussi pu assumer. Mais cela reste très incertain. En revanche, cette orientation vers les États-Unis et l'OTAN, considérée comme l'ancrage de sécurité face à de possibles agressions futures, est perçue de cette manière. Et le débat était le suivant. Kuklinski était-il un traître à la patrie? Car même si nous avions un système socialiste, c'était toujours notre pays et nous avions un quart de souveraineté. C'est un pays indépendant, de fait, la Pologne. C'était pas une république soviétique, c'est un pays indépendant. Keine Sowjetrepublik, es war ein eigenständiges Land, insofern hatte es gewisse Souveränität und Dans cette mesure, il avait une certaine souveraineté. Et aujourd'hui, la question est la suivante. Était-il réellement un traître à la patrie, même s'il a trahi un pays dont la direction était considérée comme illégitime par la plupart de la population de l'époque, comme par celle d'aujourd'hui? N'était-il pas malgré tout un traître parce qu'il a nui à notre pays? Mais cette perspective a cédé la place à l'idée qu'il a en fait agi dans un bon sens, en aidant notre prétendu ami d'aujourd'hui à nous détacher de l'Empire soviétique. Donc oui, c'est cette perspective qui domine aujourd'hui. Le gouvernement de Varsovie est-il une courroie de transmission de Washington au sein de l'Union européenne?
Ja, ich würde sagen schon. In Teilen ist es das schon. Oui, je dirais que oui. En partie, c'est le cas. Et j'en suis aussi très attristé. Peut-être pouvons-nous aussi rappeler ici que le principal problème de l'Union européenne, si l'on considère les choses dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, c'est qu'au fond, nous ne menons pas une politique conforme aux intérêts européens. Et je parle là de l'Union européenne en tant que telle, ainsi que de la majorité des pays de l'UNMR. Autrement dit, nous menons une politique, nous nous sommes laissés diviser par la politique des Américains qui voulaient absolument faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Die Ukraine in die NATO reinführen wollten. Die Deutschen und die Franzosen haben damals noch 2008 den richtigen... Les Allemands et les Français avaient encore, à l'époque, en 2008, le bon réflexe ou la bonne intuition, peu importe. Ils ont dit, en fait, nous ne pouvons pas faire ça. Mais ils ont fini par céder. Et pour le dire d'emblée, l'Europe n'agit pas dans son propre intérêt lorsqu'il s'agit de sa politique envers la Russie et l'Ukraine. Car notre intérêt était de préserver une Ukraine neutre, telle qu'elle était, tout en cherchant un rapprochement économique, éventuellement par des accords d'association. La Russie aurait alors, bien sûr, dû y être associée, elle aussi. Mais cela n'allait évidemment pas dans le sens des Américains. Voir notre continent eurasiatique s'intégrer plus étroitement, d'une manière ou d'une autre pacifique. Car cela aurait naturellement affaibli la position des Américains. Position der Amerikaner schwächen würde. Und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich brauchen die Amerikaner Et donc, pour revenir à votre question, les Américains ont évidemment besoin de leviers appropriés pour s'opposer à ce possible rapprochement, à cette politique de rapprochement eurasiatique, si vous voulez l'appeler ainsi, afin de la contrecarrer. Et la Pologne s'y prête, non seulement par sa situation géographique, mais aussi, bien sûr, par sa taille relative, avec 38 millions d'habitants, et surtout par son histoire, en tant que victime à la fois des nazis allemands et de l'Union soviétique. Et bien sûr, les acteurs concernés, qu'il s'agisse des services de renseignement ou de responsables politiques, savent comment la société polonaise est structurée et quel schéma de pensée fonctionne et qu'on peut naturellement utiliser dans ce sens. Vous savez, on a aussi pu voir, à de très nombreuses occasions, à quel point il est facile d'utiliser ce pays. Wie das Land benutzt werden kann. Ich kann mich erinnern jetzt auf eine ganz konkrete Szene. Je me souviens d'une scène très précise qui illustre peut-être cela. 1 an après le début de la guerre en Ukraine, le président américain est venu en Pologne pour prononcer un grand discours, en quelque sorte pour redonner du courage et inciter à continuer le combat, et ainsi de suite. Il l'a fait à Varsovie, dans un lieu important. Et c'était comme un meeting électoral. Le président polonais a parlé pendant 10 minutes, mais toute cette manifestation a été organisée à Varsovie par les Américains. Autrement dit, la partie polonaise a accepté que les Américains prennent en quelque sorte la direction de la mise en scène de l'apparition du président américain de l'époque, Biden. Le président polonais a parlé. Ensuite, il y a eu 10 minutes de pause pour que ce ne soit pas, en quelque sorte, gênant pour les téléspectateurs américains qu'un quelconque président polonais prenne la parole. Et puis, Biden est arrivé en courant. Il a en fait prononcé un discours de campagne devant le décor de la vieille ville de Varsovie. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que cela montre tout simplement ce que j'ai évoqué auparavant. En Pologne, la perception est la suivante. Et c'est aussi ce qui a été transmis, au moins jusqu'à l'entrée en fonction de Trump. Nous formons un corps symbiotique. Nous pouvons même avoir un président dont le fils sert dans l'armée américaine. Et ce n'est pas une contradiction, parce que nous sommes au fond symbiotiques. Les Américains peuvent faire campagne chez nous. C'est donc très fort. À cet égard, tout cela, ainsi que ce que j'ai évoqué auparavant, fait de la Pologne, si l'on veut, un formidable choix pour ceux qui ont besoin de courroies de transmission. Je le dis évidemment avec cynisme. Le lien étroit entre Varsovie et Washington se manifeste aussi d'une autre manière, avec l'explosion du gazoduc Nord Stream à l'automne 2022
que le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh impute à son propre pays. Et là, le responsable politique polonais Sikorski, déjà mentionné, s'est fait remarquer par un tweet. Il remerciait l'Amérique pour cette explosion que Seymour Hersh attribuait à son propre pays, les États-Unis. G'day Varijusla. Seinem eigenen Land, den USA, zuschrieb. Wie bewerten Sie das? Oui, je considère que Sikorski a dit tout haut ce que tous ceux qui réfléchissent lucidement peuvent au fond déduire eux-mêmes, même sans connaître les éléments de contexte explicites que Seymour Hersh a notamment analysés et exposés, et qu'il a pu documenter concrètement en utilisant ses contacts. Car bien sûr, les Américains ont un grand intérêt, ou ont toujours eu intérêt, à ce qu'il n'y ait pas de lien trop étroit entre la Russie et l'Allemagne. Et, dans un sens plus large, entre la Russie et l'Union européenne, dirigée par l'Allemagne, ou largement influencée par elle. Et l'attentat avait, de fait, été annoncé par Joe Biden quelques mois auparavant. Il suffisait d'écouter attentivement. Et si Sikorski a tweeté cela, vous savez, il faut savoir qu'il a une nature narcissique, que chacun a peut-être un peu, mais chez lui, elle est très marquée. Et je crois qu'à ce moment-là, il a simplement voulu montrer spontanément, je le sais, et je peux maintenant conclure ça par une petite formule en quelque sorte. En plus, il s'en est réellement réjoui. 15 ans plus tôt déjà, il avait dénoncé ces mêmes gazoducs Nord Stream. À l'époque, alors qu'il était encore ministre de la Défense, il les avait qualifiés de pacte Molotov-Ribbentrop. Donc oui, il a simplement exprimé ce que des gens qui réfléchissent froidement ont aussi ressenti, que la source probable, ce sont les États-Unis, même si cela a été fait, par exemple, par des mains ukrainiennes. Mais cela ne s'est pas fait sans que les Américains le sachent, ni sans leur soutien. Oui, mais il s'est ensuite retiré de cette position, parce qu'il a été vivement critiqué. Il a supprimé le tweet, mais lorsqu'on lui demandait, il disait toujours, en substance, « Oui, mais au moins les Américains le savaient. » Et on sait bien que les Américains sont quelque part en arrière-plan. Voilà le contexte. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Pologne, dans les tout premiers jours après le sabotage du gazoduc Nord Stream, on en a effectivement attribué la responsabilité aux Russes. On disait, d'accord, les Russes font ça eux-mêmes pour ne plus fournir d'énergie à l'avenir, afin de pouvoir mettre l'Europe sous pression. Très sérieusement, ce sont des messages de ce genre qui ont été diffusés. La Pologne aurait elle aussi bénéficié, au moins indirectement, de l'énergie russe à bas prix, du gaz russe, en tant que membre de l'Union européenne et du réseau gazier. Est-ce qu'en Pologne aussi, on mène une politique pro-américaine contre ses propres intérêts? Oui, en fait, oui. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. L'Europe, en tant que telle, mène une politique contraire à ses propres intérêts. Or, l'intérêt fondamental de l'Union européenne, c'est, et ça devrait être, et ça a été, de trouver un mode de coexistence garanti par des traités, sur le plan économique, par des interdépendances économiques, par des dépendances mutuelles aussi. J'emploie ce mot très explicitement. On dépend toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Nous n'allons pas produire nous-mêmes le gaz. La seule question est de savoir si nous pouvons diversifier suffisamment nos sources pour que les dépendances à l'égard de certains pays fournisseurs ne deviennent pas trop importantes. Car évidemment, il n'est pas judicieux de s'approvisionner à 100% en gaz auprès de la Russie. C'est d'ailleurs stupide, politiquement comme économiquement. Mais il est dans l'intérêt même de l'Europe d'organiser une coexistence pacifique avec la Russie. Et cela serait d'ailleurs aussi rentable sur le plan économique. Les bases pour cela étaient posées. Je pense d'ailleurs que les Allemands ont commis une erreur avec Nord Stream. Non pas le fait de l'avoir construit, mais le fait que ce n'était qu'un projet germano-russe. Si l'on avait fait de ce projet un projet européen,
je pense qu'on aurait pu le faire à travers différents mécanismes, avec un consortium européen ou en associant par exemple les pays concernés. Et il faut aussi garder à l'esprit l'histoire et le fait que, bien sûr, les Américains exerceront une influence sur les Polonais dans cette affaire. Die Amerikaner auf die Polen einwirken werden in dieser Frage. Also man hätte das von deutscher Seite klüger machen können. Ein europäisch. Eh bien, du côté allemand, on aurait pu s'y prendre plus intelligemment avec ce projet de gazoduc euro-russe. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais comme je l'ai dit d'emblée, la paix avec la Russie relève d'un intérêt proprement européen. Ce n'est pas l'intérêt des Américains. Et donc l'histoire, les peurs et le contexte qui sont tout simplement très présents en Pologne peuvent être exploités par tous ceux qui veulent semer la discorde, puis l'accentuer. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Ja, sehr genau. Ja? Die Frage ist beantwortet. Oui, très précisément. La question a reçu une réponse. Et dans votre livre avec la Russie, vous plaidez pour un changement de politique, pour une solution pacifique à la guerre en Ukraine et pour un compromis avec Poutine, avec la Russie. La situation est actuellement complètement bloquée. Comment y parvenir? Ja, ich glaube, im Moment ist es kaum möglich. Oui, je crois que pour le moment, c'est à peine possible. Ces possibilités existaient. Elles existaient avant le déclenchement de la guerre, bien sûr. Simplement négocier. Car au fond, il s'agissait toujours uniquement d'intégrer ou non l'Ukraine dans les structures militaires de l'OTAN ou de l'Occident. C'était le point central. Et la partie américaine le savait, tout comme les décideurs en Europe savaient que c'était l'aspect central. La Russie l'a de nouveau formulé dans une sorte de demande en décembre 2021, bien sûr, avec des exigences très dures auxquelles on ne pouvait pas répondre. Mais il s'agit aussi toujours, en quelque sorte, d'exiger l'impossible pour obtenir le possible. Das Unmögliche verlangen, das Mögliche zu erreichen. Das ist ja die Basis von Verhandlungen. Dann gab es die Möglichkeit. C'est bien la base des négociations. Puis, un mois après le début de la guerre, il y a eu la possibilité d'Istanbul, qui a de nouveau été de fait torpillée par l'Occident. La Russie et l'Ukraine étaient déjà très proches d'un accord. Et plus tard encore dans la guerre, tout récemment, avec les initiatives de Donald Trump, qui avait bien sûr aussi en partie une vision faussée de la situation. Mais tout cela, ce sont des points de départ à partir desquels il faudrait négocier. Je ne vois pas d'autre issue que la voie des négociations. Et en même temps, la situation est déjà tellement bloquée que pour les deux camps, aussi bien Moscou-Kiev, les compromis équivalent en quelque sorte à une défaite. Gleichkommen. Denn im Hintergrund stehen natürlich. Car, à l'arrière-plan, il y a évidemment les victimes considérables qui sont déjà le résultat de la guerre. Et cette haine qui s'est naturellement développée entre les deux sociétés et dans la société ukrainienne envers les agresseurs russes. Tout cela fait déjà partie de la politique ou doit être pris en compte. Et la manière dont un rapprochement pourrait maintenant être possible à la table des négociations devient de plus en plus difficile. Ce qui est important, bien sûr, c'est que notre perspective aussi, c'est-à-dire la perspective européenne, doive réellement renoncer à ces exigences maximales, tout comme la perspective de Moscou, naturellement. Et la perspective ne peut plus être la suivante. La Russie doit se retirer des territoires qu'elle a occupés, et ainsi de suite, puis payer des réparations de guerre. Il faut quand même formuler des objectifs réalistes. Mais honnêtement, sur le plan politique, je ne vois aucun point d'accroche. Si les deux gouvernements respectifs, ou plutôt les dirigeants à Moscou comme à Kiev, ne sont pas renversés, je ne vois pas comment ils pourraient se rapprocher sur ce point. Ce que je pourrais éventuellement envisager, c'est qu'il y ait une révolte parmi les soldats. C'est honnêtement ce que j'espère quelque part, de façon utopique, comme à la fin de la Première Guerre mondiale. De quel côté? Pardon? De quel côté? Le mieux serait que ça se produise des deux côtés en même temps. Parce qu'alors, pour ainsi dire, les deux camps
Je parle là, effectivement, un peu de manière utopique, vous savez. C'est toujours le cas quand je ne vois pas de perspective réaliste. Mais je le dis aussi parce que vous le savez, à la fin de la Première Guerre mondiale, la mutinerie des marins de Kiel a déjà eu un grand effet politique. Les soldats ont dit « nous n'irons plus combattre », parce que cela n'a aucun sens. Et cela s'est propagé comme une traînée de poudre, et en Allemagne du moins, a finalement conduit à la capitulation de l'Allemagne. Les soldats déclenchent des révolutions quand ils retournent leurs fusils. Oui, au bout du compte, ce sont les soldats qui combattent. Vous savez, ce sont toujours les commandants, civils ou militaires, qui donnent les ordres. Et au final, ces ordres sont exécutés par des soldats. Si maintenant, les soldats se mutinent, alors les ordres ne sont pas exécutés. Je sais que ce que je dis là est très naïf, mais je crois, j'essaie au moins d'apporter ma contribution et de rendre cela public, d'une manière ou d'une autre. Au bout du compte, cela dépend aussi de chaque individu, de savoir s'il participe au combat ou non. Je vois peu de signes en ce sens du côté de l'armée russe. En revanche, je vois de nombreux signes de désagrégation, de déliquescence au sein de l'armée ukrainienne et de l'appareil de pouvoir ukrainien. Est-ce que vous le percevez de la même manière? Oui, la perspective russe, c'est-à-dire la situation là-bas, en Russie, je ne l'ai pas analysée récemment, du moins pas de cette manière. Mais en Ukraine, évidemment, oui. Nous avons aussi beaucoup d'hommes ukrainiens en Pologne. Et je dois vous dire que certains de ceux avec qui j'ai parlé étaient tiraillés. C'était surtout dans les premières années de la guerre. Devaient-ils partir ou ne pas partir? Parce que les attentes à leur égard étaient tout simplement très fortes, de la part de leurs propres compatriotes, mais parfois aussi de la part de mes compatriotes polonais. Vous devriez en fait aller combattre là-bas. Et ceux qui ne voulaient pas combattre étaient tiraillés. Entre-temps, je le vois plutôt ainsi. Ceux qui sont dans le pays ont effectivement aussi pris la décision de ne rien vouloir avoir à faire avec cette guerre. Et bien sûr, je lis dans les rapports concernés à quoi ressemble la réalité en Ukraine même, quand il s'agit de la mobilisation, quand il s'agit de la mobilisation forcée en pleine rue. La résistance grandit, et au cours des 4 dernières années, il y a aussi eu, je ne connais pas précisément le nombre de victimes, plusieurs Ukrainiens qui sont morts en fuyant ou en tentant de franchir la frontière. C'est un premier aspect. Et une autre réalité, c'est que bien sûr, tout le monde ne peut pas se racheter. Ceux qui peuvent se le permettre, qui ont aussi les réseaux nécessaires au sein des autorités, qui ont en partie les moyens nécessaires, eux peuvent se racheter. Et ils ne combattent pas. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, ils sont mobilisés. Et ça aussi, c'est une réalité. D'ailleurs, c'est assez similaire en Russie. Et c'est cette perspective des soldats qui, au bout du compte, doivent mourir dans les guerres que je vois. Je vois partout, quand on regarde les journaux télévisés et les déclarations de nos responsables politiques, mais aussi, bien sûr, du côté russe, que cette perspective-là, le fait que des gens meurent, est absente. Ce sont réellement des pions sur un échiquier pour les politiques, y compris pour nos politiques, à mon avis, dans certains cas. Et là encore, la formule s'applique. Les riches fournissent les armes, les pauvres fournissent les cadavres. Oui. Unser Außenminister Radoslaw Sikorski, der sich da gerne auch mit Witzen über die russische Armee äußert und dann gerne Lacher sammelt, aber dann nicht erwähnt, dass dort immer ständig Menschen sterben, konkrete Menschen. Und wieder gilt der Satz, die Waffen liefern die Reichen, die Armen liefern die Leichen. Ja, das hat sich leider nicht geändert. Malheureusement, cela n'a pas changé. Et cela ne changera pas non plus, tant qu'on dira les choses de manière aussi générale. Les pauvres, s'ils ne finissent pas un jour par dire non. Ein großes Risiko. Je considère qu'un risque majeur réside actuellement dans le fait de tolérer le survol de drones ukrainiens en direction de la Russie, dans les pays baltes,
en Lituanie, im Baltikum, mais aussi en in Estonie Litauen, aber auch et en Estland. Pologne. Est-ce également toléré tacitement? Wird das auch stillschweigend geduldet? Ja, das hat ja das hat keinen Oui, géographiquement, géografischen ça n'a aucun Sinn. sens. Enfin, je n'en ai pas Also, connaissance. das ist mir nicht bekannt. La Pologne est plus à Polen ist ja l'ouest, weiter donc ça westlich, joue là-dedans. insofern spielt das da. Les drones peuvent voler loin, ils peuvent aussi suivre des trajectoires en arc. C'est pour ça que je l'ai dit. Je ne le sais pas, mais je n'ai pas connaissance de ces informations, ni de la manière dont cela est utilisé. C'était hier, avant-hier. Hier, un missile présumé russe s'est écrasé en Pologne. Mutmaßlich russische Rakete in Polen eingeschlagen. Also es spielt insofern die Verletzung des polnischen Luftraums. Alors, la violation de l'espace aérien polonais, ou son utilisation, joue un rôle dans la mesure où ce n'est pas la première fois que des objets volants militaires, se retrouvent là en Pologne, venant du côté ukrainien ou du côté russe. Comme je l'ai dit, ce missile a été identifié comme russe. Mais vous savez, je fais aussi partie de ceux qui ne croient pas vraiment à 100% les informations officielles des autorités, qu'il ait été russe ou ukrainien. Je ne dis pas que c'est faux, ni que ce ne peut pas être le cas, mais je pense que ce qui est dit n'est pas toujours exact. Parce que lors d'une attaque de drone l'année dernière, en septembre dernier, il y a aussi eu des informations très contradictoires. Sehr widersprüchliche Informationen gab. Man hat das den Russen zugeschrieben, dass es russische Drohnen waren. On a attribué cela aux Russes, en disant que c'était des drones russes qui étaient tombés là, dans des champs polonais. En même temps, on a appris, et l'armée polonaise l'a confirmé, que les Biélorusses avaient averti la Pologne que des drones entraient sur son territoire. Donc oui, je considère toujours ce genre de rapport avec beaucoup de prudence. Mais est-ce qu'il y a réellement des survols de drones, c'est-à-dire des survols de drones ukrainiens? Je ne le sais pas, mais politiquement, je peux l'imaginer, au vu des actes politiques du gouvernement polonais. Hier encore, après l'impact de la roquette, il a déclaré « Nous ne reviendrons pas sur notre soutien à l'Ukraine, y compris notre soutien en armes à l'Ukraine. Nous allons le poursuivre. » Selon vous, quel est le risque d'une guerre européenne de grande ampleur, déclenchée par exemple par des survols de drones, par le détournement de navires dans la mer Baltique ou par des faits similaires? Vous savez, je pense qu'il n'y aura pas de guerre, de grande guerre, au sens où elle serait menée comme celle qui se déroule en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Mais je crois que cette guerre, même si cela peut paraître étrange de parler ainsi, alors que j'ai toujours en tête les centaines de milliers de morts, va en quelque sorte se fragmenter. Elle peut réellement s'intensifier, mais pas sous la forme d'une escalade totale. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Cela peut se fragmenter, au sens d'une multitude de petits conflits. Si les États baltes sont désormais eux aussi identifiés par la Russie comme jouant un rôle déterminant, par exemple lorsqu'il s'agit du bombardement de Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg, et ainsi de suite. Je n'exclus pas non plus que cela puisse être le fait de mesures russes, mais je n'exclus pas davantage qu'il s'agisse d'une opération sous faux drapeau, car il faut aussi tenir compte du fait que l'Ukraine, si elle veut poursuivre la guerre jusqu'à une éventuelle victoire, ou jusqu'à quelque point qu'elle veuille atteindre, que les dirigeants ukrainiens ont naturellement intérêt à ce que les États de l'OTAN entrent dans ce conflit. Et je ne formule pas cela comme un reproche à l'Ukraine. C'est le comportement normal d'un acteur qui sait qu'il doit se battre, qu'il a ici des soutiens, mais que ces soutiens ne le soutiennent qu'à moitié, pour ainsi dire. Nous devrions le soutenir pleinement, c'est évident. Ce serait un grand soulagement pour les dirigeants ukrainiens. Et il faut toujours garder cela à l'esprit. Nous soutenons un pays qui a été attaqué de manière illégitime, malgré le contexte politique qui a précédé, et qui a naturellement intérêt à ne pas rester le seul État impliqué, mais à ce que ses alliés entrent dans cette guerre. Rien que cela augmente la possibilité que cette guerre déborde ou justement s'aggrave.
Je ne pense donc pas qu'on en arrive à une guerre, à une explosion soudaine, parce que je pense que la Russie jouerait alors réellement la carte nucléaire. Et je crois que les dirigeants, au moins de manière officieuse, en ont conscience dans les capitales européennes. Inoffiziell sind sich die Führungen auch in den europäischen Hauptstädten bewusst. Wir wollen's hoffen. Nous voulons l'espérer. Quelles seraient les 3 conditions les plus importantes pour un rapprochement pour la paix en Ukraine? Les 3. Die 3. Ich nenne Ihnen mal zumindest eine und dann schauen Je vais vous en citer au moins une, et puis nous verrons si sur cette base je peux en citer d'autres. La première, c'est celle-ci. Je parle de notre perspective, de la perspective européenne occidentale. Car sans nous, en fin de compte, et bien sûr aussi sans les Américains, l'Ukraine ne peut pas mener cette guerre. Sans les moyens qui lui sont fournis sous différentes formes, qu'il s'agisse d'armes concrètes ou d'aides financières, elle ne peut pas poursuivre cette guerre. Il faut que s'installe chez nous l'idée que nous ne sommes pas du bon côté, en train de combattre le mal. C'est une condition fondamentale, que nous reconnaissions nous-mêmes, que nous avons soutenu une politique impulsée par les Américains, que nous avons accompagnée et qui fait exactement ce que nous reprochons aux Russes, à savoir être impérialistes. Genau das tut, was wir den Russen vorwerfen, nämlich imperial zu sein. Das heißt, unseren Einflussbereich zu erweitern. C'est-à-dire élargir notre sphère d'influence. Et nous voulions le faire par l'élargissement de l'OTAN, et ainsi de suite. C'est pourquoi la première condition, c'est de regarder de manière autocritique qui nous sommes et quelle politique nous avons menée dans le passé, surtout dans le passé récent, puis de changer cette politique. Et je crois que c'est la condition fondamentale. La deuxième condition, c'est que, de notre point de vue là encore, je ne veux pas entrer maintenant dans les spécificités ukraino-russes de la guerre, mais parler de notre perspective. Parce que nous, en tant qu'Union européenne et en tant que différents États membres, sommes aussi des partenaires importants ou des soutiens importants. Nous devons nous détacher des États-Unis à moyen et à long terme. Parce que c'est la condition fondamentale si nous voulons construire durablement une coexistence pacifique sur notre continent, où nous sommes liés les uns aux autres par les différents pays. Je crois que c'est la deuxième condition, mais elle est davantage à long terme. Car notre intérêt devrait être de vivre ensemble pacifiquement. Et ce n'est pas forcément l'intérêt des Américains, parce que cela signifie que comme continent intégré, nous pouvons aussi vivre avec moins d'influence américaine. Voilà donc les deux conditions que je citerai. Et la troisième serait peut-être qu'une résistance plus forte s'exprime réellement au sein des populations, car je pense que cela peut aussi avoir une influence. Nous avons l'exemple espagnol. Dans le contexte de la guerre en Irak, le gouvernement espagnol s'est opposé très fermement aux États-Unis. C'était en principe le seul gouvernement européen à le formuler aussi clairement et à en tirer la conséquence. Vous n'avez pas le droit d'utiliser vos bases situées sur notre territoire national pour cette guerre. D'ailleurs, le gouvernement espagnol a aussi pris une position très claire dans le conflit à Gaza, dans la guerre à Gaza et face au génocide qui s'y déroule. Cela tient également au fait que la population y oppose une résistance plus importante. Les sondages le montrent, mais aussi, par exemple, les manifestations et leur ampleur en Espagne. Cela peut aussi avoir une influence sur les dirigeants politiques. En ce sens, c'est peut-être la troisième condition, que la résistance venant d'en bas se renforce. Le publiciste et auteur polonais Jan Opielka appelle à reconnaître la corresponsabilité de l'Occident dans la guerre en Ukraine, à ce que l'Europe se détache davantage des États-Unis pour mener une politique guidée par ses propres intérêts et à une résistance plus forte venant de la population contre la politique de guerre. Merci beaucoup. Rappelons aussi que je crois, Varsovie est la seule capitale au monde à avoir donné à son aéroport le nom d'un musicien, Frédéric Chopin.
Vous êtes vous aussi musicien. C'est pourquoi nous allons conclure cet entretien avec une chanson que vous avez choisie. Car, dans Jugendenstrom, nous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Je vous en prie. Welche die Propagandamedien verschweigen. Bitte schön. Ja. Oui, c'est une pièce que j'ai écrite. Elle est effectivement inspirée par la guerre en Ukraine, par les soldats et par les hommes qui sont aussi venus en Pologne dont j'ai parlé. Ils étaient déchirés, ils ne savaient pas s'ils devaient combattre. Et certains sont effectivement partis combattre. Je me suis demandé qui combat réellement sur les fronts, qui meurt sur les fronts et qui ne le fait pas. Et oui, une immense colère est tout simplement née en moi. Et cela ne concerne pas seulement les soldats ukrainiens, bien sûr, mais tout autant les soldats russes qui sont sacrifiés là-bas. Comme déjà dans les guerres passées, et probablement dans les guerres à venir, de jeunes hommes sont le plus souvent sacrifiés pour des intérêts très discutables, pour résumer les choses. C'est alors que cette chanson est née. Elle a d'abord été écrite en polonais, puis je l'ai aussi traduite en allemand. Elle s'appelle Mer Noire. Une mer noire se déverse des lèvres dans la cruche brisée. Tu cours, tu joues, tu vises, le doigt sur la détente, la sécurité enlevée. Là, dans le noir, un tireur crie d'une voix forte, impérieuse. « Écoute-moi, car si tu ne le tues pas aujourd'hui, il te tuera demain. » Il est difficile de ne pas le croire. Résister l'est encore davantage, mais le plus difficile, c'est de dire non. C'est difficile, mais ce n'est pas une tristesse de ne pas être dans une guerre. La région frontalière saigne à flots de sang. Des coups résonnent, aveugles et mortels. Produisez davantage d'armes, exige-t-il. Il s'agit de liberté, la leur, la nôtre, soi-disant. Sous les projecteurs, ils réclament du courage, parce qu'ils ne parlent pas du leur. Cette guerre juste, nous la gagnerons. Vous ne la gagnerez que par la mort et la souffrance. Car alors, il est difficile de ne pas le croire. Résister l'est encore davantage. Mais le plus difficile, c'est de dire non. C'est difficile, mais c'est pas triste de ne pas être dans une guerre. Devant certains drapeaux, ils font exploser le sens et le rêve démocratique. Dwight Zero a aspiré l'oxygène pièce. Proclament leurs valeurs, mais taisent le véritable cœur de la catastrophe. La triade du capital, qui entoure l'exploitation et le pouvoir, met à nu, déchaîne, fait voler en éclats l'astre déclinant du système. Il est difficile de ne pas y croire. Résister l'est encore davantage, mais le plus difficile, c'est de dire non. C'est difficile, mais il ne faut pas être un pion dans leur jeu. La mer Noire emporte de jeunes cœurs dans des caisses. Le destroyer approche. Les douleurs, comme des vagues noires, se brisent en meurtres bruns. Après la deuxième, la troisième heure sonne. Un nouvel matin frappe la nuit des mondes jusqu'à l'infini. Cette fois, effondrez-vous, infectez, multipliez, déchiffrez ce mythe en tenue mortelle. Il est difficile de ne pas y croire, et plus difficile encore d'y résister. Mais le plus difficile, c'est de dire non. C'est difficile, mais ne sois pas un pion dans une guerre qui n'est pas la tienne.
Ne sois pas un pion dans une guerre qui n'est pas la tienne. Ne sois pas un pion, pas dans ta guerre. Ne meurs pas, humain, dans une guerre qui n'est pas la tienne. Et ne tue pas, soldat, dans une guerre qui n'est pas la tienne. Dans la noirceur de la mer, la guerre sombre, pas la tienne. Dans la noirceur de la mer, la guerre sombre, pas la tienne. Dans la noirceur de la mer, la guerre sombre, ce n'est pas la tienne. Coulez la guerre. Coulez la guerre. Coulez la guerre, car ce n'est pas votre guerre. Non, ce n'est pas ta guerre. Versenkt den Krieg, 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 versenkt den Krieg. Denn es ist nicht dein Krieg. Nein, es ist nicht dein Krieg. Nein, es ist nicht dein Krieg. Non, ce n'est pas ta guerre. Toi ne meurs pas. Toi ne meurs pas. Toi ne meurs pas. Et toi, soldat, ne tue pas. Ne sois pas un pion dans une guerre qui n'est pas la tienne. Ne sois pas un pion dans une guerre qui n'est pas la tienne. Non. Nein. Danke sehr. Merci beaucoup, Monsieur Bab. Je tiens à le préciser, c'est dédié à tous les soldats, explicitement des deux côtés, en Ukraine comme en Russie. Ici, comme là-bas, ce sont des gens ordinaires qui meurent. Formidable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour cet entretien et pour votre invitation. Gerne.